Bonjour et bienvenue dans Historiquement Chaud qui se déroulera cette semaine à l'ombre de Napoléon. Pour commencer, Charles-Éloi Vial nous fera faire le tour d'Europe des lieux de Napoléon, d'Ajaccio à Sainte-Hélène, des champs de bataille au Grand Palais de France et d'Europe. C'est le sujet de sa superbe étude qui paraît aux éditions Perrin. Nous resterons ensuite à Sainte-Hélène avec Michel d'Antoine Martineau qui nous racontera à la lumière de son livre paru aux éditions Passé Composé, comment vécut le dernier Napoléon. Enfin, Eugénie Bastier nous fera découvrir la vie et l'œuvre d'un autre Napoléon du XIXe siècle, le Napoléon de la presse, alias Émile de Girardin, à qui Adeline Rona consacre une consistante biographie aux éditions Gallimard. Bonjour Charles-Éloi Vial, vous êtes archiviste, paléographe et conservateur au département des manuscrits de la BNF. Et puis la nuit venue, vous vous muez en écrivain d'histoire de grand talent. Vous êtes l'auteur d'une dizaine de livres sur la période révolutionnaire et napoléonienne. Après une biographie remarquée de Marie-Antoinette qui vient d'obtenir 2 grands prix, dont le prix Chateaubriand et le prix du Nouveau Cercle de l'Union, vous publiez cet hiver chez le même éditeur, Perrin, une recension détaillée des demeures où a vécu Napoléon. Ça va des tentes dressées sur les champs de bataille où il n'aura passé que quelques nuits, au palais somptueux en France ou à l'étranger, car vous le rappelez, Napoléon aura vécu finalement près de 4 ans hors de France durant son règne. Ce qui est frappant dans votre livre, c'est combien certains lieux symbolisent à eux seuls telle ou telle période glorieuse ou dramatique de sa vie. On a presque l'impression que vous avez écrit une biographie de Napoléon par les lieux qu'il a arpentés et fréquentés. Oui, c'est un peu le projet du livre, et raconter la vie de Napoléon, mais autrement, pas faire une biographie classique, mais m'intéresser à des lieux qui ont compté pour lui, où il a pu passer du temps, par exemple sa maison d'enfance à Ajaccio, bien entendu, Malmaison, Fontainebleau, ce sont des destinations attendues quand on fait du tourisme napoléonien, mais il y avait d'autres lieux que j'avais envie d'étudier, par exemple la tente de campagne, qui est un lieu itinérant, mais c'est toujours le même décor, toujours le même lieu, un lieu qui le suit, qui l'accompagne, où il a passé énormément de temps. Il y a des résidences où il a pu passer quelques nuits, parfois juste une nuit, quelques heures, mais où il s'est passé quelque chose. C'était ça le projet, parce que les lieux napoléoniens, ça peut être les Invalides où il repose, mais il n'y a pas vécu. C'est vraiment les lieux qui ont compté dans son histoire, où c'est écrit un chapitre, même un petit chapitre de sa grande épopée. Et on le voit bien dans les archives, parce que les contemporains parlent de ces lieux, ils vont les visiter. Parfois, quelques heures après le départ de Napoléon, c'est déjà devenu une sorte de lieu de tourisme, au lieu de pèlerinage. Et on a des témoignages d'individus qui regardent les papiers qu'il a pu laisser, qui voient les bougies qui ont fondu quasiment jusqu'à la fin. Donc il n'a pas dormi, il n'a fait que travailler. Et ça suffit à en faire une destination prisée des curieux. Tous ces lieux sont documentés en fait. Peut-être pas tous, mais beaucoup. On a énormément de plaques dans toute l'Europe, des auberges, des châteaux, des évêchés, des préfectures, tous les lieux où Napoléon a pu s'arrêter. On a des plaques, on peut les repérer. Alors évidemment, j'ai fait une sélection. Là, j'en ai retenu une 60aine, parce qu'autrement, il y en aurait eu plusieurs centaines à recenser. Mais j'ai vraiment voulu pointer ceux où quelque chose s'est passé. Alors vous commencez effectivement, bien entendu, par la maison natale d'Ajaccio. Ce n'est pas que sentimental, parce que vous vous rappelez bien que c'est dans cette maison que datent les débuts politiques de Napoléon Bonaparte. Effectivement. Alors, j'insiste même un peu sur l'héritage paternel, avec cette tradition de l'hospitalité corse, mais aussi cette volonté qu'avait Charles Bonaparte de recevoir, de se faire connaître et de progresser socialement. C'est quelque chose qui a dû marquer Napoléon et tous les autres enfants de la fratrie. Oui, parce qu'il pouvait recevoir jusqu'à une bonne quinzaine de convives. Oui, ce qui est beaucoup pour l'époque et pour une famille qui ne roule pas non plus sur l'or. Et effectivement, les débuts politiques de Napoléon, c'est dans l'île, au début de la Révolution. Donc il va essayer de s'imposer sur la scène politique locale à Ajaccio, mais ça va être un échec assez cuisant, puisque la famille Bonaparte doit fuir et se réfugier sur le continent. Donc ce sont des débuts assez piteux, finalement, mais c'est quelque chose qui le marque, à la fois parce qu'il retient qu'avoir une maison, qu'avoir un endroit où recevoir, où rassembler des partisans, où impressionner des proches, c'est important, mais aussi il y a cette rupture fondamentale avec la Corse. Il reste, on a l'impression, en froid avec son île natale, et il va se chercher ensuite une autre maison, un lieu qui ne sera pas sa maison d'enfance, mais qui sera un lieu à lui où il pourra se sentir chez lui. Et ça sera Malmaison, parce qu'entre-temps, il va être un peu sans domicile fixe pendant des années de campagne. Et puis, Malmaison est un lieu très important, parce que c'est à la fois le symbole de son ascension sociale,
C'est la maison de Joséphine, bien entendu, et puis c'est aussi un lieu de pouvoir. Ça va devenir un lieu de pouvoir politique aussi, Malmaison. C'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Ça résume bien le consulat. Malmaison, c'est le musée du consulat d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. C'est un lieu où Napoléon a beaucoup de souvenirs, des souvenirs sans doute heureux avec Joséphine. C'est là qu'il gouverne, qu'il réforme la France. Et en 1815, après Waterloo, avant de partir en exil à Sainte-Hélène, c'est là qu'il se réfugie pendant quelques jours. Et juste avant de partir du château, il va dans la chambre de Joséphine pour se recueillir quelques instants. Et on comprend que c'est un des lieux qui a le plus compté dans sa vie. Et à contrario, les Tuileries, qui est supposé être vraiment un lieu de pouvoir, vous vous rappelez, c'est aussi le lieu de sa dernière dispute avec Joséphine, de sa fameuse grande dispute avec l'ambassadeur de Russie, auquel vous avez consacré un très beau livre, le 15 août 1811, il y a quelques années. Ça n'est pas qu'un lieu de pouvoir. C'est comme si à chaque fois les lieux avaient plusieurs fonctions. Les lieux ont plusieurs fonctions, plusieurs utilités. Napoléon sait aussi instrumentaliser les lieux tels qu'il les trouve, tels qu'il les aménage. Par exemple, les Tuileries, oui. C'est plutôt un château de représentation. Donc il y a des grands salons, on peut recevoir, faire des grandes cérémonies. C'est pas un lieu où on peut vraiment vivre. Il y fait froid. En plus, c'est en plein milieu de Paris. Il y a les Parisiens, il y a les souvenirs du 10 août 1792. Donc c'est pas un lieu où Napoléon se sent très à l'aise. Donc il y est plutôt pour la représentation. Malmaison, ça a l'avantage d'être plus intime, donc il peut travailler, il peut se reposer. C'est plus compliqué d'exercer l'apparat du pouvoir, donc il va chercher plus grand très vite. C'est pour ça qu'il va occuper successivement Saint-Cloud, Fontainebleau, etc. Alors, entre Fontainebleau, Saint-Cloud, Rambouillet, quel est, à votre avis, son lieu préféré? Alors, il y en aurait deux, je pense. Il y a à la fois Fontainebleau, parce que c'est immense, mais le plan est tellement tarabiscoté avec cet empilement d'époque, d'étages, de demi-étages, d'entresol, qu'il peut être tranquille. C'est tellement immense que les courtisans parfois n'arrivent pas à le retrouver, donc il peut être tranquille, mais il peut aussi recevoir et tenir des grandes cérémonies comme à Paris, mais avec la forêt à côté. Donc c'est un château qui fait bien cohabiter ce besoin d'intimité, ce besoin de grandeur qui cohabite en lui. Il y a aussi Rambouillet, que moi personnellement j'aime beaucoup, qui a cette architecture là aussi un peu médiévale, très curieuse, qui dénote un peu à cette époque où on essaie plutôt d'avoir une architecture classique. Et Napoléon adore Rambouillet, il s'y sent chez lui, et c'est un des châteaux là aussi qui compte, je pense, le plus pour lui. Ça va être pendant très longtemps sa demeure de campagne préférée. Alors, ce qu'on voit aussi dans votre livre et que vous avez rapidement mentionné, c'est que partout où il passe, il a des idées d'aménagement. Il veut faire des travaux, ou il fait faire des travaux, parfois pas tout à fait comme il les voudrait, mais c'est la volonté de laisser sa marque dans ces lieux qui, généralement, sont hérités de l'Ancien Régime, de montrer que maintenant, c'est lui. Oui, il veut laisser sa marque, il veut aussi, il a sa propre idée du confort. Les temps ne sont plus les mêmes, c'est-à-dire qu'un château qui pouvait convenir pour Louis XIV, pour Louis XV, ne lui convient plus. La vie de cour a évolué, on fait beaucoup plus la partition entre vie publique, vie privée. Donc, il y a un besoin de réaménagement. Il veut aussi montrer son style. Donc, c'est le style empire qui est absolument inimitable. Tout ce qui est Ancien Régime paraît complètement démodé. Donc, il veut vraiment mettre sa marque sur ces châteaux, mais il veut aussi en même temps les sauver, puisqu'il menace ruine, que ce soit Fontainebleau ou les Tuileries n'ont pas été entretenus pendant la Révolution. Donc, il les sauve et il imprime sa marque à la fois par le style, mais aussi dans l'architecture, en mettant des hennes, des abeilles, des aigles un petit peu partout. Et Louis XVIII va ensuite faire une chasse aux abeilles qui va durer des années en essayant de se débarrasser des emblèmes impériaux. Et on en trouve encore après, quasiment jusqu'en 1830. Alors c'est vrai que quand il est en campagne militaire, il dort souvent sous la tente, aussi dans des auberges, dans des baraques, mais aussi dans des palais. Il ne dédaigne pas les grands palais dans toute l'Europe. Et on a l'impression que celui auquel il est le plus attaché, c'est Schönbrunn à Vienne. Oui, c'est un de ceux apparemment qui lui ont le plus plu, mais quand on regarde par exemple le journal de Fontaine, l'architecte de Napoléon, on se rend compte que Napoléon est devenu une sorte d'expert en palais. Il en a tellement visité, il en a tellement vu, il a occupé tellement de capitales, donc il a pu observer d'un œil très critique ce que font les autres souverains en Europe, et il y a des diatribes absolument hilarantes sur le palais de la Hofburg à Vienne qu'il trouve mesquin, étriqué. Schönbrunn, en effet, ça a l'air de lui plaire. Ça a l'air de lui plaire parce que c'est à la campagne, c'est quand même assez imposant, assez solennel. Il y a de quoi loger toute sa suite, tous ses domestiques, et peut-être aussi qu'il a des bons souvenirs à Schönbrunn, et que pouvoir avoir des souvenirs dans une résidence, ça aide à s'en rappeler avec nostalgie. Par exemple, c'est là qu'il va avoir plusieurs mois avec Marie Walewska en 1809. Et alors, si vous voyez tellement architecte que vous rappelez dans votre livre qu'à un moment donné, il avait envie que chaque préfecture de chaque des 130 départements ait un palais à lui. C'est un des nombreux projets qu'il avait. Oui, c'est incroyable, et ça aurait sans doute coûté une fortune. Donc on a
un projet, la Bibliothèque nationale de Palais départemental, qui est quelque chose d'énorme, d'hallucinant, avec des colonnes colossales, des jets d'eau. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Mais il y a quand même des palais dans les départements dont on ne parle pas beaucoup. Il y avait un palais impérial à Strasbourg, il y en avait un à Bordeaux, il y en avait un à Bruxelles, il y en avait un à Marac, près de Bayonne. Donc, il y a plusieurs palais impériaux dont je parle dans le livre, qui sont un peu tombés dans l'oubli et où Napoléon n'a passé que quelques jours ou quelques heures. Et il avait un projet aussi pour le palais du Quirinal, donc la demeure des papes, à Rome où il n'a jamais mis les pieds, à ma connaissance. Oui, il avait un projet incroyable de réaménagement du palais du Quirinal. Et c'était bien parti, puisqu'il y a énormément de meubles qui ont été livrés pour le palais du Quirinal, des peintures ont été commandées, donc tout était prêt quasiment pour accueillir l'empereur, puisque son projet au départ, c'était d'organiser un second sacre en 1814, au bout de 10 ans de règne, sacré à Saint-Pierre de Rome par le pape. C'est ce que faisaient les empereurs... Ce que faisaient les empereurs romains germaniques. Donc c'est vraiment un héritage très, très ancien. Mais évidemment, en 1814, il avait autre chose à faire. Alors un dernier mot, vous n'avez évidemment pas pu aller dans tous ces lieux, mais dans tous ceux que vous avez visités, est-ce qu'il y en a un ou deux qui vous émeut particulièrement? Alors moi, c'est vraiment Rambouillet, mon château impérial préféré toujours. Je suis un inconditionnel. J'aime beaucoup cet empilement d'époque. Il y a Napoléon qui est présent, mais il y a également Marie-Antoinette, il y a Louis XVI, mais il y a également les présidents de la République. Donc ce millefeuille de pouvoirs différents, cette succession de siècles, c'est quelque chose que je trouve fascinant. Merci beaucoup Charles-Éloi Vial, Les lieux de Napoléon aux éditions Perrin, que je vous conseille et recommande vivement. Alors nous n'avons volontairement pas évoqué Sainte-Hélène avec vous, Charles-Éloi Vial, la dernière résidence de l'empereur, car nous allons le faire avec vous, Michel d'Ancoine-Martineau. Vous êtes consul honoraire de France à Sainte-Hélène et conservateur des domaines français de l'île, où vous vivez toute l'année. Autant dire que vous connaissez le lieu comme personne et que vous étiez évidemment le plus légitime pour écrire ce très bel essai, Le dernier Napoléon, 1819-1821, aux éditions Passé Composé. Vous avez commencé votre récit, c'est presque un journal quotidien très documenté de Napoléon, en mars 1819. Pourquoi cette date? Pourquoi pas tout de suite après son arrivée sur l'île? Parce que mars 1819, c'est le mois durant lequel il a découvert sa sentence, puisque après Waterloo, il a été exilé à Sainte-Hélène sans savoir pour combien d'années il allait être emprisonné ou exilé, puisqu'en fait les deux termes sont tout à fait inappropriés. Ce n'est ni une prison, c'est ni un exil, les diplomates de l'époque disaient c'est quelque chose qui est encore à définir. Donc le mois de mars, 3 ans après, les souverains se sont retrouvés à Aix-la-Chapelle lors d'un congrès et ils ont ils ont réglé le solde de tout compte du désastre financier qui ont été les 100 jours. Et donc, à ce moment-là, ils révisent leur copie du congrès de Vienne. Oui. Et à ce moment-là, évidemment, Napoléon s'attendait quand même à avoir son nom cité plusieurs fois. Or, dans tous les actes officiels publiés, actés du congrès d'Aix-la-Chapelle, son nom, même en tant qu'usurpateur, tous les qualificatifs, même pas en filigrane, il ne figure pas du tout. Napoléon s'attendait à ce qu'il soit confirmé à être resté à Sainte-Hélène, devoir rester un exil définitif, oui. Oui, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit, en 3 ans, oublié au point de ne pas même être mentionné. Alors ça, pour lui, ça a été vraiment un coup dur. Et donc c'est une bascule aussi psychologique pour lui à ce moment-là. Et à ce moment-là, tout bascule. Pendant les 2 premiers jours après qu'il ait appris cette nouvelle, son grand maréchal du palais, Bertrand, rentre chez lui, il met dans son journal, normalement il est très bavard, mais là il dit simplement « on a pris connaissance des actes d'Aix-la-Chapelle », rien d'autre, point. Et étonnamment, alors qu'on connaît à peu près tout de Napoléon, jour par jour, heure par heure, parce que les Anglais sont très minutieux, et pendant 2 jours, on ne sait absolument rien de ce qui s'est passé dans sa chambre. Napoléon s'est vraiment enfermé. Les témoins français sont restés muets. Les geôliers n'ont pas pu, même pas apercevoir l'ombre de leurs prisonniers. Et pendant 2 jours, et 2 jours après,
les langues se délient et on revoit Napoléon apparaître et c'est un homme différent. Ouais. Voilà, donc c'est là le point de départ du livre. Et qu'est-ce qui va changer alors dans les 2 années qui lui restent à vivre dans sa vie quotidienne par rapport à avant? Qu'est-ce qu'il va faire de plus, de moins? Alors comme il ne savait pas avant quel sera le sort, il espérait jusqu'au bout quand même d'être non plus considéré comme prisonnier de guerre, mais prisonnier d'État. Donc ça, c'est quelque chose qu'il n'a pas eu. Et donc il s'est quand même bien débattu pendant 3 ans pour pouvoir gagner, pour faire changer l'opinion publique, mais il a échoué. Et à ce moment-là, il se recompose totalement. Il accepte le fait que, par résignation, d'être un homme ordinaire. Conformément d'ailleurs aux souhaits des souverains qui se sont réunis à Aix-la-Chapelle, il fallait que Napoléon retombe dans une condition d'homme normal. D'un homme et rien que cela, voilà. Comme vous dites. Et c'est là que, en plus de ça, il apprendra 3 mois plus tard, donc au mois de juin, la sentence. Normalement, quand on est prisonnier, vous avez le nombre d'années que vous êtes emprisonné et autres, mais là, il apprend enfin que sa sentence il restera à Sainte-Hélène jusqu'à ce que sa funeste célébrité cessera. Elle durera. Donc, à ce moment-là... Ça s'appelle ad vitam aeternam, ça. Donc, ça veut dire que même mort, bien sûr. D'où la tombe à Sainte-Hélène, etc. Donc là, il sait que tout est joué. Et là, il s'enferme dans une boulimie de lecture. Ouais. Et alors là, c'est extraordinaire. Tout y passe. De l'encyclopédie d'horticulture jusque... Oui, parce qu'il se met à jardiner aussi, d'ailleurs. Oui, et ça va être une conséquence de ses lectures, entre autres. Et donc, il va réapprendre à vivre une vie ordinaire. Il écrit aussi? Alors, il n'écrit plus du tout. Il ne dicte plus comme il faisait les 3 premières années. Et là, il se met, puisque en plus de ça, il se fâche avec son entourage immédiat, donc il n'a plus personne à se mettre sur la main pour dicter, ce qu'il faisait comme méthode de travail, et donc il écrit lui-même sur les bouquins. Parce que comme ça, il peut le faire quand il veut. Alors, il a des projets toutes les heures, des projets éditoriaux, faire des éditions critiques d'Homère, faire des éditions critiques bref, tout y passe. Et à ce moment-là... Et pendant 6 mois, il est vraiment enfermé dans l'élément livre et ses mémoires. Et au bout de 6 mois, il sort. Il veut que son décor. Il se rend compte que son décor immédiat est pourri. Tout est moisi, tout est en déliquescence. Les rats grouillent sous plancher. Il y a de l'eau stagnante où les chats urinent. Donc bonjour l'ambiance. Et puis en plus de ça, donc, lui, il remet de l'eau de fleurs d'oranger pour essayer de masquer les odeurs. Donc c'est pas l'idéal. Bref, il ordonne qu'on change sa chambre, le décor, et de faire quelque chose, si bien qu'il s'intéresse à son intérieur. Et pendant que ses domestiques travaillent à refaire, il va dehors. Et là, il conçoit des jardins. C'est ça. Et ça va lui prendre les dernières années de sa vie, jusqu'à ce qu'il physiquement il pouvait plus tenir le coup, mais les jardins jusqu'au bout, jusque les derniers jours, il pensait encore à son jardin. On s'est souvent demandé s'il était tombé en ce qu'on appelle la dépression, à votre avis? Alors, la dépression, c'est vraiment quelque chose que Napoléon n'a jamais connu. Puisque un dépressif ne va pas faire une boulimie de bouquins. Oui. Un dépressif ne va pas se lancer dans des projets aussi insignifiants qu'un petit jardinet ou se faire... Il se met même, vous en imaginez, il se met même à concevoir une pompe à eau adaptée à Sainte-Hélène. Bref, c'est pas un dépressif. Bien sûr. C'est pas le comportement de quelqu'un qui est en dépression. Et est-ce que ces rapports avec ces jolis Anglais modifient une fois qu'il a acté le fait qu'il allait finir sa vie ici? Alors totalement, parce que heureusement Napoléon était gardé aussi par des gens intelligents et pas uniquement par des gens obéissants. Et donc il a été confié, sa garde était confiée à
un geôlier qui était le fonctionnaire idéal, obéissant au point d'avoir très peur de prendre des décisions, donc toujours trouver le responsable potentiel au cas où sa décision serait mauvaise, donc ça prend du temps. Lorsque, à Londres, ils apprennent que Napoléon se met à faire du jardinage et qu'il se fiche d'être vu ou pas vu, Lord Bathurst, donc, qui est le ministre des colonies et de la guerre, envoie une lettre éblouissante à son fonctionnaire sur place en lui disant « Envoyez des bateaux en Afrique du Sud, envoyez des bateaux au Brésil, donnez à Napoléon tout ce qu'il veut, point de vue plantes, botanique, etc. Fournissez-lui. Au moins, il est visible, il nous fout la paix, et voilà. » Un dernier mot, qu'est-ce qu'on ressent quand on vit toute l'année sur l'île de Sainte-Hélène, quand on est le gardien du tombeau vide, qui était le titre de votre précédent livre ? On finit par ne plus rien voir du tout. On profite de l'île. Moi, je viens toujours à Sainte-Hélène avec mon billet de retour, donc c'est plus facile. Merci beaucoup, Michel d'Ancoine-Martineau. Le dernier Napoléon, 1819-1821, qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. Eugénie, vous nous parlez de votre côté d'une biographie du patron de presse Émile de Girardin par Adeline Vrona aux éditions Gallimard, qui était surnommé le Napoléon de la presse. Oui, Émile de Girardin, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose. Et pourtant, cet homme a été au XIXe siècle une sorte d'Elon Musk, un magnat des médias dont le pouvoir immense faisait trembler les gouvernements et gouverner l'opinion publique. Mais aujourd'hui, il n'en reste pas grand-chose, puisque aucune rue ne porte son nom en France, à part peut-être dans la Creuse, à Paris, vous n'avez aucune plaque mentionnant son existence. Il a été complètement oublié. Et c'est finalement une leçon d'humilité que nous rappelle Adeline Vrona dans ce livre, qui nous raconte le destin de celui qu'on a appelé, vous l'avez dit, le Napoléon de la presse. Alors, Émile de Girardin, il naît en 1806. C'est le bâtard du comte Alexandre de Girardin, général de l'Empire, dont le nom est sur l'Arc de Triomphe. C'est un bâtard, donc sa naissance, évidemment, est obscure. Il a été abandonné par ses parents à des nourrices. Et ça va le marquer toute sa vie, cette naissance obscure, et ça va le travailler, il va même se battre pour les droits de reconnaissance en paternité. Il essaiera de se faire reconnaître par son père toute sa vie. C'est une vie finalement qui ressemble à un roman d'apprentissage du XIXe siècle. C'est un mélange entre le Rastignac des illusions perdues et le Georges Duroy de Bellamy, ce journaliste qui devient homme d'affaires. C'est en effet un génie qui a révolutionné la presse de son temps. À seulement 22 ans, en 1828, il lance son premier titre. Le titre, c'est justement « Le voleur ». Le slogan, c'est une feuille fabriquée avec de la colle et des ciseaux. Le contenu est intégralement pillé dans les autres journaux. À l'époque, il n'y a pas vraiment de droit d'auteur. Et en fait, il publie le meilleur de ce qui se publie ailleurs. C'est une sorte de résumé pour le lecteur. Donc c'est formidable, ça marche très très bien. Ensuite, il lance dans la foulée un autre journal qui s'appelle La Mode, qui est patronné par la très fashionable duchesse de Berry, donc plutôt côté légitimiste. Un journal où commence à écrire des chroniques quelqu'un qui va devenir son ami proche, un certain Balzac. Alors, après la Révolution de juillet 1830, à laquelle il a peu participé, même s'il réclamera ensuite une médaille pour des faits de bravoure dans la garde républicaine, il fonde le Journal des connaissances utiles. Alors là aussi, c'est un coup de génie. Il s'agit de s'adresser aux classes intermédiaires et industrieuses et à leur proposer des articles scientifiques, informatifs, didactiques sur la science, la politique, la morale, etc. Donc il va sur cette vague de l'éducation des masses prônée par la monarchie de Juillet. Là aussi, c'est un succès total. 140 000 abonnés, sa fortune est faite. Et en quoi a-t-il révolutionné le journalisme alors ? Alors, son vrai coup de maître, c'est l'invention d'un quotidien qui s'appellera La Presse en 1836. Et alors, pourquoi ça va révolutionner le journalisme ? C'est parce que ça coûte 2 fois moins cher que tous les journaux de l'époque. Les journaux de l'époque, c'était à peu près 80 francs l'année, ce qui était 1 mois de salaire pour un ouvrier, donc une somme énorme que peu de gens pouvaient s'offrir. Eh bien, lui, il divise par 2 les coûts, 40 francs à l'année. Et comment il fait ? Grâce à la publicité. Puisqu'il va inventer finalement le système du double marché. C'est un système où on vend 2 fois le journal, une fois aux abonnés et une fois aux annonceurs. Et donc évidemment, il écrase la concurrence et ça marche très très bien évidemment. Il invente il a une deuxième invention qui va révolutionner la presse, c'est le roman feuilleton. Parce qu'à l'époque, pareil, il y a énormément de lecteurs, de plus en plus de lecteurs grâce à l'éducation, mais pourtant les livres se vendent peu, ils sont très chers, le papier est cher, et donc il y a il se dit là, il y a quelque chose à faire, il y a un business à développer, et donc il va inventer le roman feuilleton, c'est-à-dire des fictions
tous les jours en bas du journal, ce qu'on appelle le rez-de-chaussée de la première page. Et le premier roman va être publié par, ce sera Balzac. Ensuite, il y aura Eugène Sue, Alexandre Dumas. Ouais. Et il va même négocier avec Chateaubriand pour avoir l'exclusivité des Mémoires d'outre-tombe de façon posthume. Et là aussi, ça va faire un tabac absolu. Et dans ce rez-de-chaussée, donc ce qu'on appelle ce pied de page en une, il publie également les chroniques d'un certain vicomte de Launay qui régale le tout Paris littéraire. Et ce vicomte de Launay n'est rien d'autre que le pseudonyme de sa femme, Delphine de Girardin. Delphine de Girardin, il faut absolument parler de cette femme parce qu'elle est centrale dans l'histoire d'Émile de Girardin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, elle est plus connue que lui aujourd'hui. Évidemment, on en parle plus que lui. C'est une des femmes de lettres les plus connues du 19e siècle. C'est l'amie de Lamartine, de Musset, de Victor Hugo. Elle a elle-même publié des poèmes, des pièces de théâtre, des romans. Elle a une très très bonne plume, meilleure que lui d'ailleurs, parce que lui, il écrit toujours des trucs très très rasoirs. Ses éditoriaux font des pages. Comme il s'auto-paye à la ligne, donc dans son propre journal, il écrit des lignes et des lignes. Et lui, elle a une plume très très subtile, raffinée. Elle est à la fois taquine, sans blesser, contrairement à lui qui aura beaucoup d'ennemis. Ça a vraiment été sa muse et un atout majeur dans sa carrière. Il l'a trompée évidemment souvent, notamment avec sa Marie Dagou. Mais le couple resta uni et Delphine n'a pas cessé de le défendre, même dans les pires moments. Comme par exemple ce jour fatal, le 24 juillet 1836, quelques semaines après le lancement de la presse, où Émile de Girardin tue au petit matin au bois de Vincennes son principal rival, le journaliste Armand Carrel, qu'il avait provoqué en duel. Alors ça, c'est assez incroyable quand même quand on y pense. La cause de la brouille, en fait, la presse était en train d'asphyxier tous ses concurrents. Donc Armand Carrel a accusé Émile de Girardin de concurrence déloyale. En retour, lui l'a menacé de dévoiler des secrets intimes. Il avait une maîtresse. Et donc Armand Carrel, piqué au vif, l'a provoqué en duel. Émile de Girardin le tue. Il ne voulait pas forcément le tuer, mais en tout cas, ça arrive. Et cette Carrel était une figure de la gauche républicaine et libérale. Ouais. Et donc, Émile de Girardin va être haï pendant très, très, très longtemps par toute cette frange de gauche qui va le détester. Alors, puisque vous en parlez, quel a été son rôle politique? Quelles étaient ses opinions politiques à Émile de Girardin? C'était à l'époque, on pouvait à la fois être député et patron de journal. Alors c'est vrai que c'est pas nouveau. On voit que c'est pas nouveau le fait que des magnats de la presse veuillent faire de la politique, parce qu'à l'époque, Girardin, il est passionné par la politique. Il sera élu 6 fois député entre 1834 et 1851, et son rêve absolu, c'est de devenir ministre. Il ne cessera de demander aux régimes successifs de devenir ministre, en vain, parce qu'il c'est un personnage assez odieux et peu fiable. Ensuite, il a cette naissance obscure qui effectivement lui pèse, et il a tué quand même un homme en duel, ce qui est quand même pas idéal pour devenir ministre. Donc on se méfie de lui. Les régimes passent, lui il reste. Il saute dans le train de des révolutions avec un opportunisme assez stupéfiant. Il s'accommode finalement des régimes qui se succèdent tant que ceux-ci font marcher bien les affaires et ça commode plus ou moins la liberté de la presse. On peut dire que politiquement, c'est un peu un libéral. Il a un peu une trajectoire similaire à celle de Victor Hugo. Au début, plutôt légitimiste, puis avec la monarchie de Juillet, puis de plus en plus républicain. Il pratique finalement le en même temps. Il a d'ailleurs créé un nom pour le groupe parlementaire qu'il anime, un nom que j'adore. C'est le Parti conservateur progressiste. Au moins, voilà, c'est simple. Ça embrasse beaucoup. En 1848, il participe à la Révolution. Il démissionne en tant que député pour accompagner le mouvement. Il fait campagne pour Louis-Napoléon Bonaparte à l'élection présidentielle, mais il est très vite déçu par l'aspect autoritaire du régime qui réprime la liberté de la presse. Et donc, après le coup d'État, il fait même partie des proscrits. Finalement, il va revenir et il opérera son dernier virage politique plutôt à l'extrême gauche, dans l'opposition socialiste. Sa dernière profession de foi en tant que député, je la trouve extraordinaire d'honnêteté. Il dit « Si je suis républicain tardif, je suis républicain convaincu. Sur des questions de réforme et d'organisation, j'ai changé souvent d'avis. Vraisemblablement, j'en changerai encore souvent. Car tant que je ne crois pas avoir trouvé, je cherche toujours. » Au moins, c'est honnête. Hein. Ensuite, après le retour de la République, en 1878, Girardin est nommé président d'une commission chargée de refonder entièrement la législation sur la presse. Eh bien, ce sera la loi sur la liberté de la presse qui est déposée en 1880. Lui meurt à ce moment-là et elle sera votée un an plus tard, le 29 juillet 1881. On connaît cette loi, c'est la loi qui prévoit la libération totale des journaux, de l'affichage, de l'édition, de l'impression, du colportage. Finalement, on doit à Girardin la liberté de la presse telle qu'on la connaît encore aujourd'hui en France. D'ailleurs, il avait un credo, il disait « La liberté d'expression n'affaiblit que ceux qui la compriment ». Je trouve que c'est d'une puissante actualité.
C'est vrai. Merci beaucoup Eugénie. Émile de Girardin, le Napoléon de la presse aux éditions Gallimard, signé Adeline Rona. Comme je sais que c'est un de vos personnages littéraires préférés, Eugénie, je vous conseille d'aller voir bientôt au Théâtre Antoine à Paris une nouvelle version de Cyrano de Bergerac avec Édouard Baird, que vous aimez beaucoup, si je sais. Mise en scène par Anne Kessler, donc au Théâtre Antoine, une pièce dont nous sommes partenaires. C'est à partir du 28 janvier. Et puis ne manquez pas sur Histoire TV le documentaire britannique inédit La guerre cachée de Churchill, qui évoque une facette méconnue du vieux lion durant la guerre. Sa persécution des Allemands, des Autrichiens et des Italiens présents en Angleterre, la fameuse 5e colonne, y compris lorsqu'il s'agissait de réfugiés juifs. Ça sera diffusé le mercredi 22 janvier à 20h50. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Historiquement Chaud.